Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Sylvain Lapointe de Buzz Cuivre en studio. Le ballet Casse-Noisette était chez nous et Denise Bouchard pour l'amour de l'art. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver en ce début d'année. Depuis 2002, le quintet canadien Buzz Cuivre enchaîne les succès sur la scène internationale avec ses concerts de musique de chambre. Le groupe a près de 2000 performances à ce jour et a reçu de nombreux prix prestigieux. Aujourd'hui, il collabore avec des orchestres symphoniques de renom et il consolide ainsi sa réputation sur la scène musicale mondiale. Ce soir, on reçoit Sylvain Lapointe, qui est trompettiste parmi le groupe de Buzz Cuivre. Bonsoir. Bonsoir, Patricia. Merci d'être là ce soir à Les Arts. Merci de m'avoir invité. Puis je vous le disais, je pense que vous êtes le premier trompettiste qu'on reçoit. Donc, c'est un métier, j'ai l'impression, qui est plutôt rare. En tout cas, on se le disait, c'est très entonnoir comme... C'est un instrument qui est moins... c'est pas, comment je dirais ça, moins populaire. Mettons, le piano, la guitare, le violon, évidemment. Les cuivres sont moins populaires, moins représentés, je dirais, partout. Puis si je vous demandais, je vais te tutoyer, Sylvain. Dis-moi, comment ça a commencé pour toi, la trompette? Comment t'es tombé en amour avec cet instrument-là? Bien, c'était à l'école secondaire. Mais pour faire une histoire courte, ma grand-mère était pianiste. Mon père était guitariste. Puis j'ai essayé ces deux instruments-là, mais je sais pas, ça me ressemblait pas. Puis quand je suis arrivé à l'école secondaire, par hasard, les instruments avant étaient offerts. La musique était offerte, et puis on avait le choix en différents instruments, la trompette, le trombone, la clarinette, etc. Et puis, je suis tombé en amour avec la trompette dès ce moment-là. Puis c'était un instrument qui marchait, qui fonctionnait. Là, physiquement, ça fonctionnait. Et puis, ça fonctionnait avec ma personnalité, qui est un peu flamboyante. Alors, je me suis dit, ça, la trompette, ça joue les solos. Fait qu'alors, c'est un instrument pour moi. Et puis, bien, ça fait 30, peut-être même 40 ans que j'en joue. Mais c'est pas évident. Je veux dire, on l'a peut-être tous déjà essayé, là, les gens à la maison qui ont essayé ça, un instrument avant comme celui-là. Il faut avoir du souffle. En fait, c'est que la plupart des gens s'imaginent que pour jouer d'un cuivre, que ce soit trompette, trombone, cor ou tuba, ça prend soit des gros poumons ou peut-être même des grosses joues. Mais le souffle, à lui seul, ne permet pas de produire un son dans un cuivre. Donc, si on fait juste souffler, il n'y aura pas de son. Il faut faire vibrer les lèvres. C'est la vibration des lèvres qui produit le son, ce qu'on appelle le buzz. C'est de là que provient notre nom, Buzz Cuivre. Donc, ce son-là va être amplifié, embelli à travers l'instrument. Et puis, c'est comme ça qu'on produit un son à travers cet instrument-là. Donc, c'est plus complexe qu'un piano. On appuie sur la touche, le son sort, il sonne bien, puis c'est la bonne note si on appuie sur la bonne touche. Pour les cuivres, c'est un peu plus compliqué. OK. Donc là, vous êtes vous êtes 5 membres, dans le fond, dans le groupe. Est-ce que tu veux nous parler de tes acolytes? Oui, bien sûr. Le quintet de cuivre est formé de Frédéric Gagnon à la trompette, Sylvain Arsenault au trombone basse. Cette saison, on a 2 musiciens invités pour la saison 24-25. C'est le fun. On a Gabriel Trottier au cor et puis Blaise Margaille au trombone ténor. Fait que dans notre quintet, on a un trombone ténor et un trombone basse. Alors, un peu comme dans une chorale, tu as les sopranos, les altos, les ténors, les basses. Donc, nous, on a un trombone ténor et un trombone basse plutôt qu'un tuba. Puis à ce moment-là, ça vous donne une variété de sons qui est différente, j'imagine? En fait, c'est ça, c'est que les trompettes s'occupent du registre aigu, le cor, lui, peut aller dans l'aigu et dans le grave, puis les trombones s'occupent du registre grave. Le quintet de cuivre, c'est un peu comme une transposition du quatuor à cordes. Le quatuor à cordes, c'est l'ensemble de musique de chambre le plus établi. Déjà, Mozart écrivait pour quatuor à cordes, Beethoven, tous les grands compositeurs ont écrit pour les quatuors à cordes. Et puis là-dedans, tu as 2 violons, un alto qui va jouer dans le milieu, puis le violoncelle qui va jouer les notes graves. Pourquoi nous, on est 5 alors qu'eux sont 4? On ne peut pas jouer aussi longtemps d'un cuivre que d'un violon, par exemple. Oui, bien, tu donnes la réponse, ça me paraît logique en même temps parce que ça doit être très essoufflant. C'est pas tant le souffle que la musculature, parce que pour jouer d'un violon ou des cordes, on compte sur la musculature du corps, là, des bras, des doigts. Pour jouer d'un cuivre, on compte sur la fine musculature de la bouche et des lèvres. C'est vrai. Fait que ces muscles-là sont beaucoup plus fins, moins forts, moins endurants.
Alors, on ne peut pas jouer continuellement des notes sans arrêt, sans un temps de repos. Fait qu'en étant 5 musiciens, ça nous permet, à tour de rôle, de prendre des petites pauses sans qu'il y ait trop de trous dans la musique. Parce que, tu sais, dans le fond, une trompette, ça fait une note à la fois. Là, c'est comme la voix. Ouais. Donc, à 5, quand on joue les 5 en même temps, bien, il y a 5 notes. Il n'y aura jamais plus que 5 notes. OK. Sur un piano, si tu appuies sur la pédale, Oui. tu fais plusieurs accords, tu peux avoir 20 notes en même temps. OK. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Puis dis-moi, je disais d'entrée de jeu que vous faites des spectacles en concert symphonique. Mais là, de ce que tu m'expliquais, puis je trouve ça fascinant, moi, je pensais que vous accompagniez l'orchestre symphonique, donc les autres musiciens, mais non, c'est l'inverse. Donc, c'est vous qui écrivez, c'est vous qui composez, et c'est eux qui vous accompagnent. Oui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est que nous, on devient l'invité de l'orchestre. Okay. Souvent, les orchestres vont inviter un pianiste, des chanteurs, un violoniste à jouer en solo avec l'orchestre. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est les solistes, le quintet de cuivre avec l'orchestre. Donc, ce n'est pas moi qui écris cette musique-là. On travaille avec des compositeurs, des arrangeurs, notamment un avec qui on travaille depuis nos tout débuts, depuis 2002. Il s'appelle Enrico Dastu. Okay, oui. C'est principalement lui qui fait soit les arrangements ou les compositions lorsque l'on travaille avec orchestre symphonique. OK. Puis est-ce qu'on joue différemment? Parce que je veux dire, en même temps, c'est un peu normal de poser la question, c'est d'y répondre. Si vous êtes 5 à la base puis que vous tombez avec un orchestre symphonique, ça doit être quand même complètement différent comme expérience. C'est complètement différent. Puis aussi, parfois, on fait le même spectacle en version musique de chambre. OK, oui. Puis en version symphonique. Okay. Évidemment, en version symphonique, ça prend beaucoup d'ampleur, ça devient beaucoup plus majestueux. Et puis, c'est vraiment spécial de jouer sur scène puis avoir tous les musiciens de l'orchestre derrière soi qui soufflent ou qui jouent dans notre dos pour amener notre musique là, vers les spectateurs. C'est vraiment phénoménal. Puis, c'est assez rare. Ben, c'est rare qu'on est invité. C'est rare qu'il y ait des concerts symphoniques avec quintet de cuivre. Alors, on en fait quelques-uns par année. Mais vous êtes privilégié à ce moment-là. Ça veut dire quand même quelques-uns par année. Si c'est rare, c'est que c'est déjà beaucoup. Oui, c'est quand même bien. Mais c'est un long processus. Oui, les orchestres, ils vont planifier leur saison longtemps d'avance. Comme là, je sais déjà qu'au mois de mai 2026, on va jouer avec l'Orchestre symphonique de Québec, par exemple. OK. Oh, wow, quand même. Tu sais, je voudrais bien te poser la question, qu'est-ce que tu préfères entre le quintet, puisque c'est ta gang de chats, et l'orchestre symphonique, mais je me doute que les deux se combinent bien puis que ça devient le fun de jouer juste avec ses amis, mais que c'est encore plus impressionnant, une fois de temps en temps, d'avoir l'orchestre avec nous. Puis que c'est à ce moment-là que tu vis vraiment le moment, parce que ça arrive peut-être moins souvent dans une carrière. C'est une bonne question. C'est difficile à comparer parce qu'à 5, quand on est en concert puis qu'il y a vraiment une chimie qui s'installe, puis qu'on est vraiment comme en transe entre nous, on est vraiment transporté, puis on réussit aussi à transporter le public. Oui. Puis en musique de chambre, on a souvent des petits auditoires. Là. Je parle de peut-être 200, 300, 400. Les grosses salles, pour nous, 700-800, c'est gros là, quand il y a 700-800 personnes. Là, c'est un peu comme en jazz. Fait qu'il y a comme une communion, je dirais, avec le public. Quand on joue avec orchestre, bien là, des fois, sont 2000, 2500. C'est un autre vibe. C'est plus comme un concert rock. La scène est immense. Et puis, d'être 70, vraiment connecté, je pense c'est difficile d'être vraiment connecté pendant 60 minutes. Alors qu'en musique de chambre, des fois, on arrive à être connecté vraiment pendant 60 minutes. Si on a envie de vous voir en spectacle, justement, il y a 2 dates à retenir dans la Naudière. Le 24 janvier qui s'en vient, vous êtes à Repentigny. Et le 26, vous êtes à Terrebonne. Oui, au Théâtre du Vieux Terrebonne. Oui. Puis sinon, au Théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny, vendredi soir 20h, puis dimanche après-midi 15h. On fait un programme qui s'appelle Buzz Cuivre Salut Gershwin. Salut dans le sens de rendre hommage. Gershwin, le compositeur américain George Gershwin.
C'est un concert qu'on fait avec pianiste invité. Alors, cette fois-ci, c'est nous qui invitons un pianiste. Parfait. Il s'appelle John Rooney. C'est un excellent pianiste, vraiment spectaculaire. Et puis, on fait les œuvres de George Gershwin, notamment son concerto, là, le Rhapsody in Blue, qui est une œuvre phare là, que la plupart des gens connaissent, même s'ils ne savent pas qu'ils la connaissent. C'est ça, des fois, tu ne connais pas le nom, mais oui, je comprends. Ouais. De musique, on la reconnaîtrait. Oui, c'est un mélange de musique classique et jazz. OK. Alors, et puis ça, c'est une œuvre symphonique. Donc, George Gershwin l'a écrit pour orchestre symphonique avec un solo de piano. Alors, dans ce morceau-là en particulier, le quintet remplace l'orchestre symphonique, puis on accompagne le pianiste. Beau, ça. Puis sinon, on fait toutes sortes d'autres œuvres de George Gershwin, soit en quintet, seul, sans le pianiste ou avec le pianiste. Mais c'est un concert très accessible qui mélange, ce compositeur-là qui fait un mélange de styles entre la musique classique, traditionnelle et le jazz. Parfait. Hey, Sylvain, merci. C'est tout le temps qu'on avait. Mais j'invite les gens à aller vous voir en spectacle et aller sur votre site Internet pour avoir plus d'informations puis voir un peu ce que vous faites aussi. Oui, avec grand plaisir. Donc, Buzz Cuivre. Buzzcuivre.com. Buzz Cuivre en anglais sur les plateformes, là, par exemple Spotify, Apple Music, c'est le nom anglophone, si vous voulez nous trouver. Buzz Brass. Et puis, aussi simple que ça, on a 8 albums. Tout est là-dessus. Ah, génial. Bien, merci beaucoup, Sylvain Lapointe, d'avoir été avec nous. Merci, Patricia. Nous, on fait une courte pause. Puis on va se retrouver tout de suite après avec plein d'autres sujets d'actualité et d'activités qui se passent dans la Naudière. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Casse-Noisette est un ballet qui fait partie de la tradition des fêtes de fin d'année. Composé par Tchaïkovski, ce ballet emblématique est imprégné de magie et de féerie. Replongeons dans le temps des fêtes grâce à notre reporter Maude Ravenel qui est allé à la rencontre des artistes donnant vie à cette œuvre merveilleuse. C'est la 3e année que Casse-Noisette est présenté au théâtre Hector Charland avec la compagnie Ballet Ouest. C'est quoi un peu l'histoire de Casse-Noisette? En fait, dans Casse-Noisette, on suit le périple de Clara, qui est le personnage principal, à travers 2 actes. Donc, dans le premier tableau, c'est le réveillon, le soir de Noël. Il y a des péripéties, bien sûr, des aventures. Il y a une bataille entre les soldats et les souris. Et dans un 2e acte, on la suit au pays des bonbons, donc un tableau un peu plus merveilleux, féerique. Puis, il y a plusieurs danseurs cette année qui viennent de la Naudière. Comment ça s'est passé, justement, la sélection? Oui, en fait, il y a 35 danseurs professionnels qui viennent de la compagnie Ballet Ouest et les 90 autres danseurs, c'est tous des danseurs de la région. Donc, les auditions ont lieu en juin. On a accueilli 150 danseurs et il y en a 90 qui ont été sélectionnés pour différents rôles. C'est quand même une grosse production, quand on parle de plus de 80... C'est une centaine de danseurs qui sont sur scène. Comment ça se passe, justement, la gestion de tous ces danseurs-là pour arriver à faire un magnifique spectacle? Bien, en ce moment, je vous dirais que c'est très chaotique. Là. On est presque 150 et plus à l'arrière-scène. Mais sinon, le projet est vraiment étalé de août à décembre. Donc, il y a un intensif d'été qui a eu lieu ici sur scène au mois d'août pour apprendre les chorégraphies. Puis à la suite de ça, tout l'automne, elles ont eu des répétitions les dimanches avec des répétitrices locales aussi pour perfectionner et travailler. Jusqu'à cette semaine, l'entrée en salle, les générales et les spectacles. Le spectacle Casse-Noisette, c'est une histoire de famille. Oui, oui. Effectivement, ma fille aînée a dansé. J'ai dansé avec elle il y a 4 ans. Et elle est enceinte de son fils, donc 3 générations sur scène. Et maintenant, c'est Papy et Florence, sa fille aînée, qui dansent pour Casse-Noisette cette année. Toi, c'est la première fois que tu fais Casse-Noisette. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as eu envie de participer à Casse-Noisette? Bien, c'est ma mère qui m'en a parlé. Puis elle m'avait dit que c'était une bonne expérience à vivre.
Puis elle m'avait dit que si je faisais les auditions, ben papy allait le faire aussi. Qu'est-ce que ça représente Casse-Noisette pour vous, l'histoire de Casse-Noisette? Bien, c'est la magie de Noël. Hein? C'est toute la féerie qu'il y a à l'intérieur de ça. Mais en même temps, ça vient chercher les sentiments avec nos enfants. On les a toujours amenés voir des spectacles et entre autres, Casse-Noisette, elles l'ont vu à maintes reprises. Donc, on poursuit avec l'autre génération maintenant. On s'amuse en même temps. Quand on est sur scène, bien, on joue notre rôle à plein. C'est agréable de voir toute la féerie là, qui est alentour, de travailler aussi avec des professionnels. C'est extraordinaire, ça. Là. Les décors, tout, l'ensemble. C'est la 3e fois que tu participes à Casse-Noisette. Est-ce que tu as toujours eu les mêmes rôles? Non, vraiment pas. Donc, j'ai commencé avec un enfant de la fête et puis un bonbon. La 2e année, par la suite, j'ai fait Clara, le rôle principal. Puis là, 6 ans plus tard, je reviens et je fais une menthe étoilée et un soldat lieutenant. Puis pourquoi tu as eu envie, justement, de participer à Casse-Noisette à nouveau? Bien, c'était vraiment pour, comme, pas recréer des souvenirs, mais permettre de créer des souvenirs à d'autres personnes. Parce que moi, je garde vraiment une belle expérience et comme plusieurs souvenirs comme fondamentaux dans la danse avec Casse-Noisette. Donc, je voulais permettre la chance aux plus jeunes d'avoir ces souvenirs-là, avec des plus vieux aussi, que pour moi, qui ont été inspirants. Donc, je voulais comme être avec eux. C'est quoi le défi de faire un spectacle de l'ampleur de Casse-Noisette? Je pense que le défi, c'est, surtout de notre côté, puisqu'on est bénévole, c'est de vraiment comme être assidu dans nos pratiques et d'être impliqué à 100%, de pas comme se dire « Ah, ça, c'est pas important ». C'est vraiment un effort de groupe, puis ça doit être constant, puis tout le temps, vraiment. C'est des chorégraphes professionnels. C'est comment a été l'expérience de travailler justement avec des professionnels plutôt que des spectacles qui sont plutôt amateurs? Le chorégraphe, M. Claude, est une personne exceptionnelle, ainsi que ses aides. C'est des personnes qui ont le tour. Moi, je suis du milieu de l'éducation. Alors, j'ai enseigné, j'ai été directeur d'école, mais quand on les voit travailler avec les enfants, ça prend beaucoup d'amour, mais ça prend aussi beaucoup de doigté pour diriger les enfants. Et ils l'ont, c'est fantastique de travailler avec eux, là. La beauté du projet, c'est de voir des gens évoluer à travers différents rôles, à travers les différentes années, de voir des gens plus âgés qui réalisent un rêve d'être dans Casse-Noisette, des frères et des sœurs qui dansent ensemble. Fait que c'est plus magique, je dirais. La pièce de théâtre Deux femmes en or explore la quête d'affranchissement de Violette et Florence, deux voisines qui s'allient pour briser la monotonie et revendiquer leur liberté. Adaptée par Catherine Léger, cette comédie contemporaine revisite l'œuvre érotique de 1970 en abordant l'ennui, la pression familiale et les tabous entourant la sexualité féminine. Une réflexion audacieuse sur la liberté et le bonheur. De nombreuses institutions et événements peuvent voir le jour grâce aux bénévoles qui les entourent. Dans le domaine culturel, ces derniers jouent un rôle particulièrement crucial. Notre journaliste Maude Ravenel a rencontré une bénévole clé pour le Musée d'art de Joliette. Je suis au Musée d'art de Joliette pour rencontrer Denise Bouchard, une femme passionnée par l'art qui est bénévole ici depuis 26 ans. Vous êtes bénévole au Musée d'art de Joliette depuis 26 ans. Qu'est-ce que ce lieu signifie pour vous? C'est une deuxième maison. Depuis tout ce temps-là, ça devient vraiment un lieu de rencontre, ça devient un lieu d'amitié aussi. J'ai des amitiés qui durent depuis toutes ces années-là. C'est un lieu surtout de connaissance, en fait. Moi, je suis guide pour deux raisons, en fait. C'est rencontrer les artistes, c'est apprendre tout le fonctionnement du musée. Puis la deuxième partie qui est aussi agréable, c'est de transmettre ce que j'ai appris.
Il n'y a rien de plus valorisant que de terminer une visite, puis avec des yeux qui s'illuminent, puis des gens qui ont compris quelque chose, qui ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Alors, c'est très valorisant d'être ici. Puis est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez mis les pieds ici et que vous avez décidé de devenir bénévole? Oui, tout à fait. C'est comme une erreur. Presque ça. J'étais déjà bénévole à ce moment-là au centre, à la salle de spectacle. Et puis, il me restait du temps. Fait que j'ai dit, bon, je vais faire peut-être de l'administratif ou quelque chose comme ça. Alors, j'arrive pour donner mon nom, puis il me dit, ah, justement, on est en train de recruter pour former des guides, parce qu'à ce moment-là, le département d'éducation en était à ses premiers balbutiements. Et c'est comme ça. Puis, fait que, c'est ça être bénévole, tu donnes ton nom une fois, c'est fini. Et 26 ans plus tard, vous 26 ans plus tard, on est encore là. Ici. Oui. Selon vous, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne guide? Le goût d'apprendre, je dirais, parce que ça change tellement, l'art change, les artistes changent. Si l'histoire de l'art ne change pas tant, parce que si on remonte au primitif flamand au 1300, bien, l'art actuel a beaucoup évolué. Alors, le goût d'apprendre et le goût de transmettre, c'est vraiment ça. Puis combien ça vous prend de temps, justement, vous préparer? C'est quoi votre méthode pour vous préparer à aller faire une visite de nouvelle exposition? Alors, ben, on a les rencontres avec l'artiste, les commissaires, on a des rencontres avec les autres bénévoles, avec le département de l'éducation. Il y a les documents qui nous sont fournis, donc il faut lire, il faut étudier. Ensuite, de nos propres initiatives, généralement, les guides, on se rencontre parce qu'on se dit, bon, ben comment on fait ça? Ensuite, on fait le scénario. Puis, au bout de, généralement, je dirais entre 6 heures et 12 heures de préparation avant de dire, OK, on est prêt. Amenez les visiteurs. Avec les années, vous avez gagné en notoriété et maintenant, vous êtes commissaire pour des expositions. C'est quoi être commissaire? Ben, c'est une chance incroyable que le musée me donne parce que quand même, moi, je suis bénévole ici. Je fais pas partie du personnel, mais quand même, ça fait 4 fois, en fait, qu'on me demande d'être commissaire ou co-commissaire. Ça consiste bien souvent à rencontrer des artistes, choisir des œuvres, faire l'installation, la mise en espace, écrire les textes. C'est un gros travail, un travail important. Oui, oui. Ah oui, puis c'est passionnant parce que ça part d'une idée, puis finalement, ben notre idée est sur les murs. Et puis il y a des gens qui visitent notre idée. Alors, vous devez être fier. Oui, je suis très fière de ça. Puis surtout, c'est ça la dernière, celle qu'il y a eu l'année passée au sujet du Père Corbeil. Ça avait été une demande de notre ancien directeur, Jean-François Bellil, de faire participer la population sur une exposition Le Père Corbeil, qui est le fondateur du musée ici. Et puis, le Père Corbeil était un artiste très prolifique. Alors, on a demandé à la communauté de nous prêter leurs œuvres pendant 3 mois. Alors, on a mis 152 tableaux du Père Corbeil sur les murs du musée, au 2e étage. Alors, on a fait ça en collaboration, Julie Allary-Lavallée et moi. Alors, ça a été toute une expérience. Parce que aussi, le public qui vient nous prêter ses œuvres avec un constat, comment c'est en état, le contrat pour 3 mois et tout ça, la vraie chose muséale. Alors, ça a été, pour la population, en tout cas, ça a été un beau moment pour tout le monde. En étant bénévole ici, vous avez eu la responsabilité d'installer plusieurs expositions. Est-ce qu'il y en a une qui sortait du lot? C'est dur à dire, ça. Hein? Il y en a qui restent marqués par leurs différences. Je me souviens d'une exposition qui s'appelait « Effroyable beauté ». C'était fait avec des insectes. Alors, des insectes qui avaient été cultivés, c'est des bébites grosses comme ça. Il y en avait 10 000.
qui est installé sur les murs, puis ça faisait comme un grand salon victorien. Alors, on a participé, parce qu'on fait ça aussi, on participe au montage. Alors, oui, j'ai épinglé des insectes sur les murs avec des collègues. C'était différent. Puis aussi, bien souvent, c'est des rencontres artistiques qui sont fascinantes. J'ai rencontré ici Normand Forget qui avait fait une exposition, puis suite à ça, je suis devenue sa commissaire à lui. J'ai travaillé avec lui jusqu'à son décès pendant 8 ans sur différents projets. Alors, ça a été des rencontres marquantes. Vous êtes impliqué également dans d'autres institutions. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je suis à la Société d'histoire de Joliette de Lanaudière. Ça fait 10 ans. Alors, tranquillement, bien, j'ai commencé en faisant des petites expositions pour eux. Finalement, je me suis retrouvée sur le conseil d'administration. Puis, je me suis retrouvée présidente du conseil d'administration depuis 3 ans. L'histoire et le musée, c'est intimement lié. Là, ça va nous permettre de savoir comment les gens étaient habillés au 15e siècle. Alors, c'est très près. Alors, on fait des choses en commun. Comme par exemple, le musée a cédé les archives du Père Corbeil à la Société d'histoire. Depuis 2004, vous faites les visites au Musée d'art de Joliette, mais maintenant, les visites s'appellent les Grands Tours de Denise. Eh oui. On vous a mis de l'avant. Oui. Comment vous le prenez, ça? Bien, avec un grain de sel, là, parce que c'est quand même un peu drôle. Là. Ça fait beaucoup d'années que je fais ça, mais c'est parce que les gens m'ont associé aux visites du jeudi. Auparavant, ça s'appelait les visites du jeudi. Mais ça fait tellement longtemps que je les fais que c'est devenu les miens. Alors, je prends ça avec un petit sourire, puis c'est gentil. Ça vous fait un petit velours? Ben oui, ça fait toujours un petit velours. Et c'est comme ça que l'idée d'un musée est née en 1969 et que le musée ici a ouvert en 1975 avec les plans du Père Corbeil. D'ailleurs, c'est lui qui avait dessiné les plans à l'époque. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui de Les Arts. Vous pouvez consulter notre programmation sur tvrm.ca et voir ou revoir nos émissions sur YouTube à tvrm.tv. Vous pouvez en tout temps vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine en vous souhaitant de passer une excellente semaine puis un bon début d'année 2025.